Le gouvernement de la RDC lance un mandat d'arrêt international contre les responsables du mouvement rebelle M23, entre autres Jean-Marie Runiga. L'autorité de Kigali, où se trouvent la plupart de ses responsables, sont appelés aujourd'hui à coopérer. Les trains qui reliaient jadis les centres-villes à la commune de Kitombo va bientôt reprendre du service. La CSTP, ex-ONATRA, a pratiquement achevé les travaux de décapage de la voie ferrée. Son ADG a effectué ce samedi une visite d'inspection sur le terrain. Dolizy, au sud du Congo-Brazza, accueille l'acte 2 de l'opposition Diablero de la République du Congo contre les Léopards de la République démocratique du Congo. C'est dimanche 27 juillet en match retour des éliminatoires du CHAN RSA 2014. Antenne A, le journal James Katamboa. Très heureux de vous retrouver, fidèles de la chaîne de référence. Bienvenue à toutes et à tous. La justice congolaise vient de lancer un mandat d'arrêt international à l'endroit des 4 personnalités politico-militaires du mouvement de rébellion M23 réfugiés pour l'instant sur les territoires rwandais. Ces responsables sont poursuivis pour des faits de constitution d'un mouvement insurrectionnel, crime de guerre, crime contre l'humanité. Commentaire de Papi Katassi. Le gouvernement de la RDC dit avoir transmis jeudi 25 juillet par des voies diplomatiques d'usage à la République du Rwanda 3 mandats d'arrêt internationaux visant 4 ressortissants réfugiés sur le territoire rwandais. Il s'agit du responsable rebelle du mouvement du 23 mars, dont leur leader Jean-Marie Runiga. Les mandats d'arrêt internationaux ont été lancés à travers l'espoir signé par l'auditeur général des FARDC, officier du ministère public près de la haute cour militaire, le général Major Joseph Mponde Issamboa, à charge des 4 chefs rebelles, dont Jean-Marie Runiga, président du M23, colonel Baudouin Ngarouye, général des brigades autoproclamées du M23, le lieutenant-colonel Eric Badege, colonel autoproclamé du M23, et le colonel Zimurinda Innocent. Ces responsables du mouvement du M23 sont poursuivis pour des faits de constitution d'un mouvement insurrectionnel, crime de guerre, crime contre l'humanité. Ils sont accusés de meurtre, emprisonnement, torture, viol, esclavage sexuel, persécution pour des motifs ethniques, conscription et utilisation des mineurs de moins de 15 ans dans leur branche armée. Les concertations nationales à venir en RDC continuent de faire parler d'elles dans la classe politique. Le dernier cas en date, c'est le groupe D14, G14, qui rejette la formule concertation nationale et exige une pré-concertation et met en exergue la crise de légitimité. La déclaration du G14 par son modérateur, Baudouin Boissa, dans ce reportage de Jean-Louis Miasekama et Mathieu Ngadipofi. Le G14 secoue le cocotier et s'attaque au fondement des concertations nationales. Nous rejetons l'ordonnance numéro 13/078 du 26 juin 2013 portant création, organisation et fonctionnement des concertations nationales. Nous acceptons de participer au dialogue national inclusif tel que recommandé dans l'accord cadre et dans la résolution numéro 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous estimons que ce dialogue national inclusif doit regrouper essentiellement 2 composantes essentielles, à savoir la délégation des acteurs politiques qui appartiennent à la famille politique de M. Joseph Kabila et de tous ceux qui reconnaissent la légitimité des institutions politiques issues des élections du 28 novembre 2011. La délégation de la famille politique des acteurs politiques qui ont rejeté et qui continuent à contester les résultats des élections du 28 novembre 2011, nous estimons que le dialogue national inclusif doit se tenir sous la double médiation internationale
assuré conjointement par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs et par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo. Nous opposerons toujours une fin de non-recevoir à toute tentative de révision de toutes les dispositions verrouillées de l'article 220 de la Constitution. Cette déclaration a posé de vraies questions. Qui va en apporter les réponses? La libre circulation de biens et personnes entre la RDC et l'Angola à travers les provinces de Bandundu et Lunda Norte n'est plus qu'une question de formalité. Le gouverneur du Bandundu, Jean Kamisendu, et celui de Lunda Norte, Ernesto Mwangala, ont signé mercredi 24 juillet dernier à Kikwit un protocole d'accord à cet effet. Le reportage est de John Gomboa. Le gouverneur du Bandundu en RDC, Jean Kamisendu, et son homologue de Lunda Norte en Angola, Ernesto Mwangala, se sont retrouvés pendant 2 jours, soit du mardi 23 au mercredi 24 juillet, dans la ville de Kikwit pour la 2e rencontre bilatérale entre ces 2 provinces. Celle-ci a été clôturée mercredi par la signature d'un protocole d'accord d'ouverture des frontières communes entre les 2 États et les 2 provinces. Signataire de cet accord, Jean Kamisendu est convaincu qu'il s'agit là d'une opportunité pour les 2 parties. Le Bandundu, notre province, affirme haut et fort que l'ouverture de nos frontières avec la province sœur et voisine de Lunda Norte, sous la houlette de nos 2 chefs d'État, va transformer de fond en comble le mode de vie de nos populations respectives. Pour sa part, Ernesto Mwangala a promis qu'il fera partie de la solution et non du problème. Nous pouvons très bien collaborer entre les peuples africains. De cette manière, nous allons valoriser les peuples africains qui ont lutté pour notre indépendance et qui ont lutté également pour notre unité. Un peu avant, sous la conduite de Jean Kamisendu, le gouverneur de Lunda Norte avait visité l'université de Kikwit et garanti une collaboration scientifique avec cet établissement universitaire. Ernesto Mwangala a remercié la population du Bandundu et son gouverneur pour l'accueil chaleureux et a invité Jean Kamisendu à se rendre à Dundo, chef-lieu de Lunda Norte. La Banque mondiale fait du développement de l'agriculture et du secteur énergétique sa priorité. Elle soutient actuellement 24 projets de gouvernance foncière pour un montant de 928 millions de dollars américains. Jamal Saguir, directeur sectoriel du développement durable de cette institution de Bretton Woods, a animé ce vendredi 26 juillet 2013 une conférence de presse à la représentation de Kinshasa. Jean-Louis Miaswekama. Agriculture, priorité des priorités, même à la Banque mondiale, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. À mon avis, il n'a pas eu assez d'attention de tout le monde, incluant la Banque mondiale. Nous n'avons pas mis l'emphase, je ne parle pas juste de ce pays, je parle en général, partout. On n'a pas fait assez de systèmes d'irrigation, on ne s'est pas assez occupé de petits fermiers. On n'a pas développé l'agriculture commerciale, on n'a pas développé les corridors de croissance agricole, on n'a pas développé tous les systèmes fiscaux de redevance, de tarification qui devraient être enlevés pour permettre au secteur. Donc il y a tout un changement fondamental de philosophie pour le développement du secteur agricole. À l'instar de la RDC, d'autres pays africains présentent des potentialités énergétiques vitales pour le continent. Donc vous êtes assis sur un site qui est l'équivalent de 40 gigawatts. Ça veut dire, pour juste vous dire un peu, qu'est-ce que ça veut dire les 40 gigawatts? La région Afrique en général, subsaharienne, excluant l'Afrique du Sud, alors qu'on se parle à une capacité de production d'électricité autour de 70 gigawatts. Vous êtes assis sur un site tout seul de 40 gigawatts. Donc vous imaginez quel est le potentiel pour votre pays et quel est le potentiel d'exportation et de développement économique et minier et surtout l'accès à l'électricité pour la population.
Pour l'agriculture, selon l'expert de la Banque mondiale, il faut affiner les politiques, notamment la gouvernance foncière, et ne pas oublier d'appuyer les femmes. Les projets énergétiques doivent nécessairement être menés à leur terme. Bientôt, la société commerciale des transports et ports ex-Onatra compte relancer la ligne ferroviaire Ndolo-Kitambo. Ce samedi 27 juillet, la DG de la SCTP est allée à Kitambo en visite d'inspection sur les chantiers où s'effectuent notamment les travaux de décapage et d'assainissement de la voie ferrée. Dans sa suite, pour le compte de la chaîne de référence, Alain Kiuka et Blaise Londa. Lentement mais sûrement, les travaux de réhabilitation de la voie ferrée Ndolo-Kitambo-Magasin progressent vers la fin. Justement, c'est pour évaluer ce qui a été fait et ce qui reste à faire que la DG de la SCTP, Umbatito Dimalanda, a effectué personnellement ce samedi cette visite d'inspection. Accompagné du chef du département de chemin de fer, du directeur du chemin de fer interurbain et son adjoint, le patron de l'ex-Onatra a pu mesurer l'ampleur de la tâche restante. Et ici, justement, nous sommes à la place PK8. Et là où il y avait vraiment des difficultés, parce que à cet endroit, le rail était vraiment enfoui jusqu'à au moins 2 ou 3 mètres. Alors il fallait décaper pour retrouver les rails. C'était l'endroit le plus difficile. Et c'est ça qui donnait même les désespoirs aux autorités. Maintenant, nous venons de décaper et nous avons vu les rails. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est essayer de protéger. Bon, évidemment, les constructions qui sont à côté, on va essayer de faire des murs et puis faire des caniveaux en cas de pluie pour que ça ne dérange plus la voie. Mais à quand la reprise effective du train Gare Centrale Kitambo-Magasin? La reprise des trafics est fonction de la réhabilitation de la voie et nous sommes en train de travailler, donc il faut compter au moins 4 mois pour que nous puissions essayer de dégager tout de façon que les premiers trains arrivent à Kitambo. Mais en dehors de ça, nous avons encore beaucoup à faire parce que tous ces habitants qui sont à côté vont gêner l'exploitation et donc nous devons voir avec le gouvernement quel est l'essor de tous ces gens qui sont à côté. Mais de toutes les façons, pour nous, l'objectif est d'arriver à Kitambo avec les trains. En tout cas, plus tôt les travaux s'achèveront, mieux ça vaudra pour les populations de Kinshasa-Ouest qui, en plus de nouveaux bus, retrouveront leur train légendaire de Kitambo, Gare Centrale. 2 informations à sport avant de prendre notre page internationale. La première, c'est ces rencontres Diable Rouge Léopard de la RDC qui va se jouer demain à Dolisie pour le compte de la manche retour du dernier tour des éliminatoires du CHAN Afrique du Sud 2014. Pour rappel, les Léopards l'avaient emporté il y a 3 semaines à Kinshasa, 2-1. Analyse de force en présence du match de demain dans ce commentaire de Patrick Borel-Mukendi. Un match retour hyper important opposera ce week-end à Dolisie les Diables Rouges de la République du Congo aux Léopards de la RD Congo pour une rencontre comptant pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2014. La petite avance de 2-1 acquise au match aller à Kinshasa fait montre que les Diables Rouges accueilleront à froid les Léopards. L'enjeu de ces derbies est détail vu que le gagnant recevra directement son visa RSA 2014. Et c'est ce qui a poussé les managers Santos Mutubile à faire appel au cadre de tout-puissant Mazembe pour renforcer le 11 de départ du match aller. Qui veut aller loin doit ménager sa monture du temps. Le patron du staff technique de la RDC a bel et bien compris cet adage en débutant les entraînements à temps. L'école Santa Maria va vraisemblablement porter des remaniements à son effectif. Ngoy Emomo, Cherika Sereka, Ilungo Ngassania, Robert Kidiaba, Joël Kimwaki et Trésor Poutou y seront de la partie pour faire parler leur expérience dans ce match crucial. Les Diables Noirs de la République du Congo, en 2 éditions, n'ont jamais participé et pour goûter pour la première fois à la sauce du CHAN, l'obstacle à franchir s'appelle Léopard de la RDC. Après avoir remporté la première édition en Côte d'Ivoire et une participation non fameuse à la 2e édition au Soudan, le Congolais rêve d'y aller pour la 3e fois au pays des Tata Madiba. L'autre information sportive, c'est bien sûr cette info concernant la petite balle jaune, le tennis. La ville de Mwanda dans le Bas-Congo s'apprête à accueillir à partir du 20 août prochain un grand tournoi de tennis pour jeunes. Et avant cette date, les réunions se multiplient dans l'état-major de la Fédération congolaise de lawn tennis. Confirmation dans ce reportage de Papi Katassi et Rigomlopo.
La ville côtière de Mwanda, dans l'estuaire du fleuve Congo, dans la province du Bas-Congo, s'apprête à recevoir les tournois de lawn tennis réservés aux jeunes. Pour faire face à cet événement, la Fédération congolaise de lawn tennis, la FECODELAT, multiplie les rencontres pour faire de cette fête belle et un grand rendez-vous. Pour cette énième édition, les organisateurs, avec l'aide des sponsors, promettent de multiplier les efforts pour offrir un spectacle de qualité au public. Dans le cadre du respect de son calendrier, qui est la Fédération du Congo démocratique de lawn tennis, que nous appelons FECODELAT, est en train d'organiser un tournoi, c'est-à-dire c'est le championnat national des jeunes. C'est un championnat qui va regrouper toutes les catégories, c'est-à-dire à partir de 18 ans et moins, 16 ans et moins et 14 ans et moins. Et là, il y aura des garçons et des filles. Alors, ça, c'est un tournoi qui va connaître la participation de toutes les provinces du pays. Nous avons choisi Mwanda, c'est pas par hasard, parce que l'année passée, cette ville a été aussi honorée par le même tournoi. Alors, cette fois-ci, le gouverneur de la province du Bas-Congo, son Excellence Jacques Mbadou, a demandé à ce que ça puisse s'organiser toujours là-bas, parce que ça sera sous son patronage. A signaler que ce tournoi réunit traditionnellement le jeune athlète en herbe pour la relève de la petite balle jaune en République démocratique du Congo. Le rendez-vous est donc fixé pour le 20 août prochain mandat, où la petite balle jaune va rouler au bonheur des accros de cette discipline. En international, c'est l'Égypte qui enlève la palme d'or. Nos confrères de TV5 nous signalent que 75 partisans du président égyptien destitué Mohamed Morsi ont été tués dans les affrontements avec la police sur la route de l'aéroport du Caire. Reportage. Depuis l'aube, blessés et cadavres affluent vers l'hôpital de campagne du campement des partisans de Mohamed Morsi. C'est le résultat d'affrontements violents entre policiers et islamistes. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'à partir de 2 heures du matin, des blessés ont commencé à arriver. Ils souffraient des gaz lacrymogènes. Puis tout d'un coup, ce sont des morts qui ont commencé à arriver, les uns après les autres. Les pro-Morsi se disent victimes d'un massacre et accusent la police de leur avoir délibérément tiré dessus pour les tuer. On ne peut pas compter tous les morts. Pour le moment, on en a 37 ici. Ils ont tous été tués d'une balle dans la tête de face ou sur le côté et dans le cœur. Ça ne peut être qu'un sniper. Le nombre des victimes varie selon les sources. Le ministère de la Santé a annoncé plus d'une vingtaine de décès dans un hôpital de la capitale. Les victimes se compteraient donc par dizaines, un chiffre qui risque fort d'évoluer. De son côté, le ministère de l'Intérieur nie catégoriquement l'emploi d'armes à feu contre les manifestants. Selon lui, rien d'autre que des gaz lacrymogènes ont été utilisés, laissant ainsi planer le doute sur le rôle des habitants des environs. Le premier tour de la présidentielle au Mali, c'est pour demain, le 28 juillet 2013, mais plusieurs obstacles au bon déroulement de ces élections n'ont pas encore été relevés et nos confrères de TV5 nous proposent ce reportage. Ce vendredi, c'est jour férié. Le président de transition l'a décrété car il reste moins de 48 heures pour retirer les cartes d'électeurs. Ibrahima Djitei fait partie des 24% de Tombouctiens à ne pas l'avoir encore fait. Maintenant, il suffit seulement d'avoir la carte, je n'arrive pas à avoir ça. Donc, il doit y avoir une commission de distribution, la commission n'est pas encore arrivée, ou bien elle ne viendra pas. Mais Ibrahima a beau chercher, il ne sait pas à qui s'adresser. Un représentant de la commission électorale est là, dans la cour, assiégé. Il faudrait que les citoyens comprennent que nous de la CENI, nous sommes là pour assurer aux citoyens le plein exercice de son droit. Viens ici à la voilà. Maintenant, tu donnes le numéro, quelqu'un se met à ta disposition. Soyez un peu engagé, monsieur Dité. C'est la CENI qui m'a envoyé ici. Il me dit de m'adresser à vous pour avoir la carte. Mais là encore, ce n'est pas le bon bureau. Ibrahima ne trouve pas les agents, et pour cause, il n'y a que 2 équipes au lieu des 8 prévues, cachées entre 2 camions, même s'ils s'en défendent. On n'est pas là pour les premiers jours. Ouais. Voilà, on est là pendant beaucoup de jours. Donc les gens savent. Vous saviez qu'ils étaient là entre les 2 camions? Non, je ne sais pas. Des problèmes criants d'organisation, même le préfet admet des soucis logistiques. Un climat propice à toutes les suspicions.
dans le QG du candidat de Soumaïla Cissé, où répète encore une dernière fois les consignes aux délégués chargés de surveiller le vote. C'est dans le souci que les délégués ne sortent pas à un moment du bureau de vote pour des cas de fraude ou des cas de malveillance qui peuvent nous conduire à autre chose. C'est dans ce sens que nous sommes en train de nous battre. Dans ces conditions, il faut être très prudent, il faut rester sur les qui-vive jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dépouillement. Même au moment du dépouillement, il peut y avoir des cas de fraude. Donc il faut être très prudent, il faut être très vigilant. La plupart des candidats s'étaient engagés à ne pas contester les résultats malgré les lacunes d'organisation. Mais déjà, Soumaïla Cissé a dénoncé des tentatives de fraude et il risque de ne pas être le dernier. Dans ce même registre des élections, signalons que les législatives ont eu lieu au Togo le 25 juillet dernier et selon les premiers résultats officiels, l'Union pour la République unir les partis au pouvoir arrive en tête au niveau national, alors que le collectif d'opposition Sauvons le Togo pointe à la première place à Lomé, la capitale. Fin de cette session d'information. Très heureux d'avoir fait avec vous ce parcours. Restez fidèles au programme de la chaîne de référence. Bon week-end à toutes et à tous.